Il y a des nuits où le pouvoir ne se joue pas dans les discours, mais dans le silence. Restez avec cette histoire. Elle ne parle pas seulement d'un homme, mais de ce qui tient encore un État debout quand tout vacille. À 2h47 du matin, un coup de feu déchira le silence de Ouagadougou. La ville dormait. Le palais, lui, était déjà une ligne de front. Ibrahim Traoré se trouvait dans sa chambre privée, non pas surpris, mais lucide. Ce qui arrivait n'était pas une attaque extérieure. C'était pire, une trahison venue de l'intérieur. Le chef de la sécurité entra, visage tendu, arme prête. Les assaillants avaient pénétré par la porte nord. Traoré ne cria pas, il ne se leva pas brusquement, il posa sa veste militaire et posa une seule question, froide, chirurgicale. Qui parmi mes hommes est avec eux? À cet instant précis, le pouvoir cessait d'être une fonction. Il devenait un test, car Traoré savait déjà que ce plan n'avait rien d'improvisé. Éliminer le président, installer un dirigeant fantoche, couper les ressources du pays avant l'aube, tout était calculé. Tout sauf une chose, il refusa de fuir non par bravade mais par compréhension. La chute d'un homme ne signifie pas forcément la chute d'une nation. La panique aurait validé la trahison, la fuite aurait offert le pouvoir à ceux qui n'avaient jamais gagné la loyauté du peuple. Autour de lui, les soldats fidèles se regroupaient. En face, des insurgés guidés par des officiers corrompus avançaient vite, le temps pressait. Chaque minute rapprochait le pays d'un point de non-retour. Traoré regarda ses officiers. Son visage n'exprimait pas la peur, il exprimait une certitude dangereuse. Nous devons tenir, coûte que coûte. Ce n'était plus seulement sa vie qui était en jeu, c'était l'existence même d'un système fondé sur l'obéissance aveugle ou sur quelque chose de plus profond, encore invisible. Vous sentez où cette nuit commence à basculer? À 3h15, quelque chose d'imprévu se produisit, quelque chose que ni les assaillants, ni les analystes étrangers, ni même les conspirateurs n'avaient intégré dans leurs calculs. Autour du palais présidentiel, des silhouettes apparurent dans l'obscurité. D'abord quelques-unes, puis des dizaines, puis des centaines, des agriculteurs, des étudiants, des commerçants. Aucun plan, aucune arme, seulement une certitude partagée, ce pays n'était pas à vendre. Une femme âgée s'interposa devant les mercenaires. Sa voix fendit la nuit. Ce pays n'est pas à vendre. Ce cri marqua la première fracture du coup d'État, non pas une défaite militaire, mais une rupture psychologique. À l'intérieur du centre de commandement, les écrans de surveillance montraient une marée humaine avancer lentement. Des outils agricoles levés, des barres de fer, des pancartes improvisées. Ils formaient une barrière vivante entre le président et ses ennemis. Personne ne leur avait donné d'ordre. Ils répondaient à un instinct brut, protéger ce qu'ils considéraient désormais comme leur bien commun. À cet instant, Ibrahim Traoré comprit quelque chose de dérangeant. Le pouvoir qu'il croyait porter ne lui appartenait déjà plus. Il circulait, il s'était déplacé vers la rue. « Ouvrez les portes !» L'ordre tomba calmement. Dans la salle, l'incrédulité fut totale. Ouvrir les portes, c'était rompre tous les protocoles. C'était exposer le cœur de l'État. Mais pour Traoré, c'était un pari sur la cohésion sociale face à la trahison organisée. Lorsque les portes s'ouvrirent, la logique militaire s'effondra, les civils envahirent la cour, un étudiant, un ouvrier, une mère, côte à côte. Les mercenaires ne distinguaient plus les cibles. La défense n'était plus une ligne armée, elle était devenue une communauté. À ce moment précis, la trahison cessait d'être un secret, elle devenait visible et une question commençait à se poser dans l'esprit de tous. Un État peut-il encore tomber quand son peuple refuse de rester spectateur? Dites-le en commentaire, même intérieurement. Cette question ne concerne pas que le Burkina Faso. Tout s'accéléra à partir de cet instant. Les insurgés Bropo et Bouambo, préparés pour une opération rapide et silencieuse, se retrouvèrent face à quelque chose d'ingérable. Une résistance sans chef, sans hiérarchie, sans peur mesurable. Dans la cour, un mécanicien frappait un homme masqué avec une clé anglaise. Des étudiants bloquèrent les couloirs, bras croisés, immobiles. Une grand-mère lançait des pierres sans crier. Les civils n'avaient pas d'armes, mais leur nombre, leur audace et leur imprévisibilité suffisaient à casser l'élan. Les mercenaires tirèrent en l'air, personne ne bougea. Ils tirèrent au sol, la foule avançait encore. À l'intérieur, un officier cria « Président, ils hésitent !» Ce mot changea tout. L'hésitation est fatale dans un coup d'État. Elle détruit la certitude, qui est la seule vraie arme du mercenaire. Traoré saisit un micro. Sa voix, transmise par radio et haut-parleur,
haut-parleur improvisé résonna dans toute la capitale. « Frères et sœurs, rentrez chez vous, ce n'est pas votre guerre. Je ne peux pas accepter que vous mouriez pour moi. » Quelques secondes de silence. Puis une voix répondit portée par un mégaphone. « Nous sommes déjà chez nous, monsieur le président. Le Burkina Faso est notre maison. » C'était Amiata, institutrice, debout sur une voiture, les larmes mêlées à la sueur. Derrière elle, des dizaines de voix répétèrent le message. À cet instant, l'énergie de la foule bascula. De défensive, elle devint conquérante. Les mercenaires reculèrent. Leur stratégie fondée sur la peur s'effondrait face à une masse insaisissable. Traoré observa les écrans. Il murmura « Ce n'est plus un siège, c'est un soulèvement ». À 3h45, les communications explosèrent, plus de 2000 appels en moins de 30 minutes, parents, voisins, amis. La résistance s'organisait sans centre, sans ordre formel, un réseau vivant, improvisé, impossible à neutraliser. Posez-vous cette question maintenant. Si le pouvoir naît de l'obéissance, que se passe-t-il quand le peuple cesse d'obéir et commence à protéger ? À 4 heures, les premiers renforts loyaux arrivèrent aux abords de la ville, déclenchés par un ordre chiffré envoyé en urgence. L'équilibre des forces bascula. Ce n'était plus un bastion assiégé, c'était une reconquête. Et pourtant, la nuit n'avait pas encore livré sa vérité la plus dangereuse. Car derrière cette victoire apparente, quelque chose de plus sombre se dessinait, la preuve que l'ennemi connaissait déjà trop bien les rouages de l'État. À l'est de Ouagadougou, pendant que la foule tenait encore les cours du palais, une autre bataille se jouait, silencieuse, froide, décisive. À Saint-Chaumier, les forces du capitaine Dio, loyales parmi les loyaux, reprirent le quartier général militaire. L'opération dura moins de 9 minutes, pas un coup de feu, juste des portes forcées et des regards qui ne laissaient plus place au doute. Le colonel Zongo fut trouvé en train de brûler des documents confidentiels. Il croyait encore que le temps jouait pour lui. Il comprit son erreur en croisant le regard de ses anciens subordonnés. Chaque donnée collectée cette nuit-là racontait la même histoire. Les conspirateurs avaient tout misé sur la peur et la paralysie. Ils obtinrent l'inverse, un réveil collectif, une vitesse de réaction que même les manuels de guerre ne prévoient pas. Traoré n'avait jamais misé sur les chiffres, mais cette nuit-là, les chiffres parlaient. Ils parlaient de milliers d'appels, de déplacements militaires déclenchés en urgence, de décisions prises sans attendre des ordres formels. Ils validaient une intuition dangereuse pour tout système fondé sur la manipulation interne. Ce pays ne réagirait pas comme les autres. Pourtant, dès l'aube, les critiques apparurent. Certains observateurs affirmèrent que cette mobilisation relevait de l'émotion, pas de la stratégie. Laisser entrer des civils dans un site militaire en pleine attaque, disait-il, était une faille grave. Un risque inconsidéré, une mise en danger de l'État lui-même. D'autres allèrent plus loin. Selon eux, si les citoyens doivent défendre physiquement leur président, c'est que les institutions sont défaillantes. Ils parlèrent d'une victoire par défaut, d'un pouvoir reposant trop sur le charisme d'un homme, d'un État trop fragile pour se défendre seul. Mais les faits contredisaient ces lectures. Les unités loyales n'étaient pas absentes. Elles avaient été volontairement éloignées par des ordres frauduleux, une manipulation stratégique révélée plus tard par les enquêtes internes. La mobilisation populaire ne s'est pas substituée à l'armée, elle a comblé un vide tactique temporaire, avec une discipline spontanée que personne n'avait anticipée. Aucun bâtiment institutionnel majeur ne fut perdu, aucune zone sensible ne fut compromise. La coordination entre civils et soldats se fit sans chaos. Ce n'était pas l'anarchie, c'était une autre forme d'ordre. Le geste de Traoré n'était pas un abandon des protocoles, c'était un pari sur la cohésion sociale. Et ce pari venait d'être gagné. Mais au cœur de cette victoire, une vérité plus glaçante commençait à émerger. La trahison n'était pas seulement militaire, elle était administrative, méthodique, et elle remontait bien plus haut que cette nuit. En recoupant les ordres de mission et les affectations récentes, l'équipe rapprochée de Traoré découvrit l'ampleur réelle de la trahison. 3 de ses officiers les plus fiables avaient été écartés de la capitale moins de 72 heures avant l'attaque, pas par hasard. Pas par négligence, les ordres portaient à la signature du colonel Zongo. Ce détail aurait pu briser n'importe quel chef. Il produisit l'effet inverse.
Traoré comprit alors que la trahison n'était pas un accident du système, elle était le système infiltré, patient, administratif, et surtout, elle laissait des traces. À partir de cet instant, il ne s'agissait plus de défendre une position, il fallait contre-attaquer, non pas par la force brute, mais par la mise à nu. La loyauté consciente devint une arme, informée, indignée, implacable. En moins d'une semaine, les principaux architectes du complot furent arrêtés, Zongo surpris à détruire des preuves, le général Ourago intercepté avec de l'argent liquide, le commandant Caboret localisé dans une maison sécurisée, encore en train de coordonner. Ces arrestations ne rétablirent pas seulement l'ordre, elles révélèrent la profondeur de la pourriture interne. Dès le lendemain, une cellule de contre-espionnage fut créée, placée directement sous l'autorité présidentielle. Ce geste envoya un message clair, la trahison ne serait plus traitée comme une anomalie, mais comme une menace structurelle. Pour les milieux économiques, le choc fut immédiat. Des hommes d'affaires locaux furent impliqués pour financement logistique. Dans le même temps, plusieurs sociétés minières étrangères, jamais nommées publiquement mais lourdement suspectées, virent leurs contrats suspendus. Le marché réagit brutalement. Chute de l'indice boursier sous-régional, gel temporaire des investissements. Le pouvoir venait de toucher là où les alliances deviennent fragiles, l'argent. Mais l'impact le plus profond fut social. Ce peuple qui avait protégé son président se découvrit acteur politique, pas symboliquement. Concrètement, dans les jours suivants, plus de 2000 collectifs citoyens émergèrent spontanément. Des forums publics, des assemblées locales, des demandes d'audit, de transparence budgétaire, de protection pour les lanceurs d'alerte. Le silence n'était plus une option dans la région, l'événement fit écho. Au Niger, au Mali, des mouvements populaires se réclamèrent de la nuit de Ouagadougou. Le nom de Traoré cessa d'être celui d'un militaire charismatique isolé. Il devint un symbole de rupture avec le coup d'État classique. Dans certains cercles diplomatiques, on parla d'un effet domino inversé, non pas la contagion de l'instabilité, mais celle de la résistance populaire. Un président porté par sa population, non retranché derrière des murs, mais l'histoire ne s'arrête jamais à la victoire. 3 scénarios se dessinaient déjà, la stabilisation progressive, le blocage institutionnel ou la résurgence des réseaux souterrains plus discrets, plus légalistes, plus dangereux. Une vérité s'imposait pourtant, la survie d'un président ne garantit pas celle d'un système. Le peuple burkinabé s'est levé en une nuit. Reste à savoir s'il saura rester debout dans la durée. Et vous posez-vous cette question maintenant, quand un peuple découvre sa propre force, peut-il vraiment redevenir spectateur? Au-delà des scénarios, une ligne de fracture demeurait, invisible mais déterminante. La nuit de Ouagadougou avait prouvé une chose essentielle, la peur pouvait être neutralisée, mais elle n'avait pas encore prouvé que le pouvoir savait se transformer, car un soulèvement ne remplace pas un État, il le met face à ses contradictions, et désormais chaque décision serait jugée à l'aune de cette nuit-là. Pas par les chancelleries, par ceux qui étaient redescendus dans la rue sans ordre, sans armes, sans garantie. Pour l'appareil d'État, les conséquences furent immédiates. Les procès annoncés devenaient un test de crédibilité. La transparence promise cessait d'être un slogan, elle devenait une dette envers ceux qui avaient formé un bouclier humain. La restructuration de l'armée n'était plus une option technique, c'était une urgence politique, car le danger n'avait pas disparu. Il s'était déplacé. Les réseaux souterrains, internes comme externes, observaient. Ils prenaient note. Ils apprenaient. Une nouvelle tentative ne ressemblerait pas à la précédente. Elle serait plus discrète, plus juridique, plus lente et donc plus difficile à identifier. C'est là que le nom d'Ibrahim Traoré commençait à perdre de son importance directe, non parce qu'il disparaissait, mais parce que le centre de gravité se déplaçait. La question n'était plus « que va faire le président ?», elle devenait « que va tolérer le système ?» Dans les rues, quelque chose avait changé durablement. Le citoyen ne se percevait plus comme un sujet, il s'était découvert gardien, gardien de budget, gardien de nomination, gardien de décision, autrefois lointaine. Cette transformation était silencieuse mais irréversible. Dans la région, les élites observaient avec inquiétude. Un précédent venait d'être créé, non pas celui d'un homme fort, mais celui d'une population capable de court-circuiter une trahison interne. Cela obligeait à reconsidérer les rapports de force dans les forums économiques, dans les négociations minières, dans les alliances militaires. Pour les puissances étrangères, le message était clair, le Burkina Faso n'était plus un terrain
terrain neutre pour jeu d'influence. Chaque ingérence risquait désormais une réaction populaire imprévisible et cela change tout. Mais l'histoire est exigeante, elle ne se contente pas d'élan, elle réclame de la constance. La mobilisation d'une nuit devait devenir une vigilance quotidienne, sinon elle se fossiliserait en mythe. C'est ici que se joue la suite réelle. Non dans les discours, mais dans les mécanismes, transparence administrative, participation citoyenne, surveillance indépendante. Sans cela, la nuit de Ouagadougou resterait une parenthèse héroïque. La vraie question n'est donc plus celle du courage, il a été démontré. La question est celle de la durée et elle concerne chaque acteur, chaque institution, chaque citoyen. La durée exige des actes et l'aube qui se levait sur Ouagadougou ne laissait plus place à l'ambiguïté. Ce qui avait commencé comme une nuit de survie devait maintenant devenir une méthode de gouvernance. Les premières exigences apparurent clairement. Rendre visibles les décisions, publier les budgets, expliquer les choix, non pas pour apaiser, mais pour assumer. La transparence n'était plus une concession politique, elle devenait une condition de stabilité. Dans les forces armées, la leçon était brutale. La concentration du pouvoir avait facilité la trahison. Les rotations de commandement s'imposaient, non pour punir, mais pour empêcher la formation de réseaux fermés. Former des soldats capables de comprendre la société qu'ils protègent et non de s'en isoler. Sans cela, la loyauté resterait fragile. La société civile, elle, ne demandait pas la perfection, elle demandait l'accès, des commissions indépendantes, des représentants identifiés, des mécanismes de contrôle qui ne dépendent pas d'un homme mais de règles claires, car ce qui avait sauvé le pays une nuit ne pouvait pas être invoqué éternellement comme un miracle. Là résidait le véritable risque. Transformer un moment de lucidité collective en légende figée. Or, une légende rassure, elle endort, elle dispense d'agir. Et c'est précisément ce que les réseaux hostiles attendent. Dans les quartiers, dans les universités, dans les zones rurales, une idée s'installait lentement. La citoyenneté n'est pas un événement, c'est une pratique. Chaque réunion locale, chaque question posée, chaque refus du silence prolongeait la nuit de Ouagadougou sans avoir besoin de violence. À l'échelle du continent, la jeunesse observait, les images avaient circulé, un peuple debout face à la trahison interne, non pour imposer un homme, mais pour défendre une idée simple et radicale, le pouvoir n'est légitime que s'il accepte d'être regardé. Les réseaux sociaux avaient amplifié ce message. Ils avaient transformé un événement local en miroir continental. Et ce miroir posait une question inconfortable à tous les régimes. Que se passe-t-il quand la population cesse d'avoir peur de ses propres institutions ? Rien n'était garanti, ni la stabilité, ni le succès des réformes. Mais une chose était acquise, le retour à l'indifférence n'était plus possible, car cette nuit avait déplacé une frontière, celle entre gouvernés et acteurs, et une fois franchie, elle ne se referme jamais complètement. La journée se levait lentement sur Ouagadougou, la lumière dissipait les ombres, mais pas les traces. Devant le monument érigé en hommage aux 7 civils tombés cette nuit-là, Ibrahim Traoré resta immobile. Les noms gravés dans le marbre ne racontaient pas une victoire, ils rappelaient un prix. Ces femmes et ces hommes n'étaient pas morts pour un président, ils étaient morts pour une idée plus exigeante, que la nation n'appartient ni aux armes, ni aux intrigues, ni aux réseaux dissimulés. Elle appartient à ceux qui refusent de se taire quand le pouvoir dévie. Traoré posa la main sur la pierre, un geste simple, sans discours. À cet instant, son nom comptait moins que ce qu'il représentait encore, un point de passage. Car désormais, l'histoire ne se structurerait plus autour de sa survie, mais autour de la capacité du pays à transformer cette nuit en règle collective. La leçon était claire, la trahison interne ne disparaît jamais totalement, elle change de forme, elle attend, elle teste la fatigue, la lassitude, le retour des habitudes, et c'est là que tout se joue. Le peuple burkinabé avait prouvé qu'il pouvait se lever en quelques heures. La vraie épreuve était ailleurs. Saurait-il rester vigilant sans urgence, exiger sans violence, participer sans se diviser, car un État ne se reconstruit pas dans l'émotion, il se façonne dans la durée, par des mécanismes visibles, par des contre-pouvoirs réels, par une mémoire active, pas cérémonielle. Cette nuit à Ouagadougou n'est pas une fin, c'est un seuil, un avertissement adressé aux élites internes, un message envoyé aux puissances extérieures. Et une responsabilité déposée entre les mains de chaque citoyen. L'histoire ne demande pas des héros permanents, elle demande des sociétés capables de
se regarder en face, de reconnaître leurs failles et de refuser qu'elles deviennent des fatalités. Le Burkina Faso a montré que la peur pouvait reculer. Reste à prouver que la vigilance peut durer.